Pierrot Heinz. C'est moi. Salut Pierrot. Bon, tu vas t'annoncer toi-même. Voilà. Et puis aussi Raphaël. C'est lui. Eh bien, tous les deux, je vous en prie, prenez le micro, la parole. Tu veux l'autre micro? T'as envie? Robin. Eh ben, vous êtes déjà ensemble, alors. Tiens, je te passe le micro. Ça va, ça vous suffit? En fait, je crois qu'on va parler les uns après les autres, parce que si on parle les uns en même temps que les autres, ça va être un peu compliqué si on parle en même temps. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que moi aussi, je suis. Voilà. C'est moi qui vais démarrer. Alors, voilà, on m'appelle Pierrot, de Roulotte, compagnie du Rideau Attelé, théâtre ambulant. Voilà. On nous a demandé de brosser une définition subjective de l'itinérance. J'ai donc préparé un petit discours. Ça dure 11 minutes. Ah bah c'est comme ça. Au démarrage, avant d'écrire ce petit texte, Tu es dans le temps, c'est bon. on a le temps. Ouais, 3 fois 10 minutes, c'est bon. Parfait. Je me suis dit, il existe deux types de personnes qui font du théâtre itinérant. Il existe des voyageurs nomades qui utilisent le théâtre comme moyen de faire vivre leur voyage. Et il existe des théâtreux qui utilisent le voyage pour faire vivre leur théâtre. Voilà, c'est les deux façons d'aborder les choses. Il se trouve que moi je suis nomade, avant tout. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai pensé depuis mon balcon. C'est parti. Afin donc de présenter le plus subjectivement possible le théâtre ambulant dans son essence même, il m'est indispensable de remonter vigoureusement le cours de son histoire et de vous parler des valeurs fondamentales de l'itinérance. Ceci, comme je le disais, vu du balcon de ma roulotte, qui a beaucoup voyagé, même si pas très loin, et un peu dans tous les sens, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, sauf erreur de ma part, le théâtre ambulant trouve sa source il y a environ 5 millions d'années. À l'aube de cette humanité, toutes les espèces vivaient en permanente migration et se déplaçaient en fonction des fluctuations du marché alimentaire. Ainsi, à cette époque, les veaux volaient, les dinosaures dînaient, les chats chassaient, les souris souriaient, les lapins n'arrêtaient pas, et les hommes les singeaient tous. Chasse et cueillette étaient alors les deux mamelles terrestres auxquelles tous s'abreuvaient, vidant l'une tandis que l'autre s'enrichissait. La terre se montrait tout à la fois rude et généreuse. Bonne mère, elle gardait sa magie, son autorité et son mystère. Puis vint le temps des collections. Collection de silex, d'os, de peau, collection de viande séchée, collection de porte-bonheur, de porte-clés, collection printemps-été, collection automne-hiver, collection de Pokémon, de coupes, de médailles, que sais-je encore. Si bien que les hommes se virent rapidement contraints de collectionner les valises afin de transporter leur collection. Et cette accumulation de valises leur interdit bientôt toute possibilité de déplacement. Ils étaient devenus excédentaires. Les chasseurs-cueilleurs, désormais fixés comme des arbres, ne pouvaient plus rien attraper d'autre que ce qui passait les poussait à portée de leurs bras. Ce qui fut fait en un tour de main. Après quoi, ce fut la misère, la fin de l'Éden. Mère Nature, surpâturée, se tarissait sous leurs pieds enracinés, ayant tout donné et n'ayant plus le loisir de se régénérer au fil du temps. Les hommes d'alors, n'en pouvant plus d'attendre que la substantifique moelle leur tombe dans la bouche, se décidèrent à l'extraire eux-mêmes du sein maternel.
Terre et paysans s'aiment pourtant, dit-on. Mais je me suis laissé dire que les cultivateurs s'aiment avant tout pour récolter. Ceux-là se mirent donc à creuser et à lacérer la terre, c'est-à-dire à l'exploiter, pour lui soutirer ce qu'elle ne voulait pas donner d'elle-même. C'est cette extraction forcée, j'allais dire ce racket, qu'on a appelé par la suite travail, qui signifie torture. Tous les étymologistologues vous le diront. Ce sacré travail, dont Orson Welles a dit qu'il est le fléau des classes qui boivent. Certains humains, toutefois, par choix, nécessité ou hasard, plus fins ou plus bêtes que les autres, portaient des valises quasiment vides. Ceux-là continuèrent en sifflotant chasse et cueillette sur les terres laissées vacantes. Ils finirent même par prendre l'habitude de s'abriter le soir dans leurs bagages, auxquels, au fil du temps, ils adaptèrent des roues qui sont encore les racines rondes et pleines de rustines des itinérants d'aujourd'hui. Pas plus que les petits oiseaux, ceux-ci ne revendiquent l'invention du travail, ni sa pratique d'ailleurs. Eux jouent, vivent et meurent. Qu'ils soient petits oiseaux, chevreuils ou loups, chasseurs et cueilleurs sont opportunistes. Ils cherchent, traquent, suscitent et provoquent les occasions qu'ils saisissent au vol en remerciant ciel et terre de leur bonté et de les avoir fait si habiles. Page 2. Accaparés par les clos des propriétaires terriens, les territoires de chasse et de cueillette se réduisaient comme pour chagrin. Les nomades durent développer de nouvelles facultés de survie afin d'éviter le travail contraire à leur noblesse. Ils adaptèrent leur démarche au marché et se muèrent de marcheurs en marchands. Ainsi se mirent-ils à faire circuler avec eux produits et victuailles, histoires et nouvelles, chansons et légendes, à drainer au fil des continents de vitales ressources à échanger avec les gadjés. Petite parenthèse, le gadjo est aux nomades ce que le goy est aux juifs, le païen aux chrétiens, l'infidèle aux musulmans, le barbare aux romains et Johnny Hallyday. On va refermer la parenthèse. Le nomade donc échange ses produits inhabituels contre des denrées locales dont il va se nourrir en partie et porter le reste là où elles sont rares et recherchées. Nomadiser, c'est d'abord masser la terre avec ses pieds, en prendre soin pour qu'elle puisse continuer d'être généreuse et aimante. Le colporteur emporte sous ses semelles un peu de terre d'ici jusque là-bas. On peut même dire qu'il promène la terre sous ses chaussures. Il transporte en sa besace rêves, chansons, histoires, épices, cultures. Il est exotique où qu'il se trouve, car il est du pays où l'on n'arrive jamais. C'est pourquoi le nomade ne se sent chez lui que partout. Il ne peut pas être perdu puisqu'il est là. Il vit au présent. Il risque tout à tout instant. Et c'est cette fragilité, ce danger, cette folie, cet équilibre instable qui fascine, fait envie, effraie et émerveille à la fois. C'est ce qui nous permet également de mener le rêve aux portes des maisons et de laisser notre esprit s'échapper du carcan quotidien où l'art ne saurait s'épanouir. Sa maison, sa famille, tout ce qui fait sa vie, le nomade l'a toujours à portée de main. Un nomade, c'est quelqu'un qui ne quitte jamais sa maison. Nous avons l'ultra-pantouflarde attitude. Mais, point des images romantiques, le théâtre itinérant a une réalité matérielle bien lourde. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas inventé le travail qu'on est des feignants. Nous avons besoin d'une énergie vitale sans cesse renouvelée. Le nomade vit sans réserve, dans tous les sens du terme. Pas de foie gras chez les oiseaux sauvages. Notre devise, ni stock ni option. Le théâtre ambulant fait feu de tout bois, brûle les
planches, donne ses spectacles, claque et pétille. Un proverbe manouche dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu. J'ai un peu la faim de vous dire ça aujourd'hui, parce qu'elles sont où mes pantoufles? En fait, pour moi aujourd'hui, c'est une situation tout à fait exceptionnelle. Mes roulottes, ma famille, mon théâtre, ma vie, mes chevaux, ma moitié sont stationnés à 800 km d'ici, soit à 10 mois de route ordinaire. Je suis venu ici tellement vite, en hâte d'ailleurs, que j'ai pas eu le temps d'emmener l'essentiel. J'aurais pu le faire, mais je suis arrivé 10 mois en retard. C'est un voyage à la fois temporel et temporaire. Je ne suis ici qu'une partie de moi-même, comme en extase ou en apnée. C'est pour la bonne cause, la bière est bonne. J'en suis ravi, mais ça ne peut être que ponctuel. Et c'est aussi tout ce qui fait notre différence avec les théâtres en tournée. Ils emmènent décors et accessoires, mais ils sont invités dans un lieu. Ils ne jouent pas chez eux, comme moi aujourd'hui, ils doivent s'adapter. Je me suis adapté hier soir au chapiteau des Pilous. C'est formidable. Mais un théâtre en tournée, c'est pas lui qui invite. C'est bizarre. Moi d'habitude, quand c'est ma tournée, c'est moi qui invite. La tournée, en fait, est limitée dans le temps. Il faudra rentrer à la base pour se reposer, se ressourcer, vivre une vie privée en dehors du temps travaillé. Alors ça n'a rien à voir. Chez nous, spectacle et voyage ne sont pas un métier, mais un état permanent, qui nous fait adopter tous les métiers liés à cette vie. Au réveil, artiste éleveur, puis tour à tour, comédien comptable, maréchal ferrant chorégraphe, auteur régisseur, chauffeur routier metteur en scène, diplomate monteur, électricien graphiste, cuisinier interprète, commercial musicien, maître d'école, administrateur costumier, que sais-je encore. Vous voyez par là que c'est un sport complet. Grâce à ce comédien multicarte, partout et en tout lieu, comme dirait l'autre, le théâtre reste le même. La salle est identique. Le spectacle qui a été prévu pour ce lieu s'est transporté chez vous avec ce lieu et il sera donné pour vous dans les conditions les meilleures. Notre vie n'est pas un travail. Je parle ici pour moi, mais je sais ne pas être seul. Notre vie est une profession à but non lucratif. Notre principal salaire, c'est notre vie. Boris Vian disait « J'ai pas besoin de gagner ma vie puisque je l'ai ». Pourtant, taxé de la même façon qu'une multinationale, c'est le prix de notre choix. Tout notre temps lui est dédié. Superbe dilemme, nous sommes viscéralement attachés à la liberté. Ce qui fait de nous, bien souvent, des fauchés volontaires. Véritable espèce menacée, nous cherchons une certaine reconnaissance. Nous avons besoin d'être soutenus, pas forcément entretenus, mais au moins pas descendus, comme les palmes, comme toutes les espèces nomades. Les valeurs simples, qui sont notre cheval de bataille, commencent à trouver écho auprès de publics de plus en plus nombreux, lassés par la verroterie miroitante d'une culture de masse télévisée ou insupportés par l'élitisme pédant de celle, souvent inaccessible au plus grand nombre, diffusée avec des moyens pharaoniques, bien que publics, par certains établissements dédiés et réservés. Les festivals sont une bonne alternative culturelle. Il me reste 10 000. Pierrot. Oui. Il me reste 10 000. J'ai pas dépassé les 11 000. Donc les festivals sont une bonne alternative culturelle qui concentre un public varié sur un lieu éphémère autour d'un événement ponctuel et d'un rendez-vous régulier. Mais les théâtres itinérants présentent un plus indéniable. Ils diffusent leurs spectacles directement chez les gens. Cela se retrouve par le fait entre voisins au spectacle et non plus par catégorie. La démarche qui leur est nécessaire pour assister à une représentation n'est pas la même. Plus simple et moins intimidante, puisqu'ils se retrouvent chez eux et entre eux. Ils perçoivent, comme par magie, un paysage alloctone en territoire connu.
tout comme le nomade qui découvre le monde sans quitter son chez lui. On se perçoit nomade et sédentaire, un instant à nouveau identique, à nouveau humain. Peut-être le spectateur retrouve-t-il alors une ancestrale sensation du temps d'avant les collections. Vous savez, il y a 5 millions d'années, quand les dinosaures dînaient, que les chats chassaient, les souris souriaient et que les théâtres ambulants buvaient. Merci. Belle prestation, avec une clôture, une fin tout à fait précise. C'est bien les gens, les voisins, comme tu dis, et c'est ça qui est une définition particulière. C'est au nom de ceux qui se retrouvent comme voisins, qui font partie en même temps du travail théâtral, en l'occurrence, mais ça peut être quelque chose qui est certainement un des critères fondamentaux. Je vais devoir demander aux 2 autres copains de se resserrer. Vous lui en voudrez, vous lui ferez la peau après. Essayez de serrer un petit peu. Merci. Oui, on est plus rapide. Donc, Raphaël de la compagnie du Théâtre des Chemins. Voilà, on essaie de définir un petit peu ce mot itinérance. Voilà, on a un peu discuté si les problèmes entre le montage et le spectacle sur les 3 derniers jours. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, évidemment, chacun a sa définition. Les compagnies n'ont pas la même définition que les institutions culturelles, que les élus, que les organisateurs d'événements, que le public. Enfin, chacun emploie ce mot, mais chacun y met des choses différentes derrière. Évidemment, il y a des points communs, mais il y a aussi des points de vue différents. Pour nous, en tant que compagnie théâtre, cela implique de se doter, voire parfois d'adapter, ou bien même de créer de toutes pièces des outils de diffusion, tels que chapiteaux, yourtes, camions pour certains, bus pour d'autres, péniches, roulottes, donc qui permettent de pouvoir jouer nos spectacles dans de bonnes conditions. Ce qui me semble important, c'est que ces outils de diffusion correspondent à notre démarche artistique, à nos modes de vie, à nos moyens humains et financiers, ce qui permet aussi d'installer un rapport, peut-être un rapport au territoire traversé qui s'inscrit dans un temps plus long, si on venait jouer nos spectacles une soirée ou une journée, comme les compagnies qui peuvent le faire sur des tournées. Ça permet également d'installer un rapport, les rapports que l'on souhaite avec le public et les habitants. Ça, c'est aussi très important. Un rapport aussi différent avec les territoires qui nous accueillent. Et en tant que compagnie aussi, ce qui nous semble important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de vivre, de partager avec le public et quels moyens on se donne pour cela. Voilà. Et on parlait hier avec Robin de ce temps justement, peut-être que je peux dire 2 mots par rapport à ça. Ce qui était important, c'était le temps avant le spectacle, le temps après le spectacle est aussi important que le temps du spectacle, pour en parler. Si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Alors, c'est Robin de la compagnie qui fait ça. Ce qu'on voulait développer sur le temps avant et après le spectacle, c'est qu'on arrive avec notre vie sur le lieu qui nous accueille, comme ici à Hâte. Donc on est avec nos caravanes, nos familles, nos spectacles. Et nos spectacles, c'est bien ça aussi qui caractérise beaucoup de compagnies, c'est qu'on ne vient pas avec un seul spectacle, on vient avec des spectacles qui vont pouvoir tisser différents liens, différentes approches avec les habitants qui sont autour. Donc on vient toujours avec des spectacles jeune public, avec un spectacle, une parade de rue pour aller chercher les gens, leur montrer qu'on est là, leur sourire, faire de belles notes de musique, pour les inviter ensuite à venir sous le chapiteau, pour que la représentation ne soit pas un acte artistique sec, quelque chose avant que. Il y a tout le montage qui était déjà un peu de prestation. Ici, le nombre de curieux sont venus nous demander ce qui se passait. Et puis on leur a dit, on va jouer dans la rue, on va faire des parades de musique. Et puis on va rencontrer les enfants de l'école, avec nos enfants aussi qui ont leur école itinérante. Et puis on jouera pendant le festival le soir. Ça permet
de croiser différents publics et de les rassembler au maximum le grand soir sous ce grand chapiteau. Et puis, le temps du spectacle même sous chapiteau est prolongé par notre bar, par des rencontres qu'on essaie toujours de garder avec le public. C'est-à-dire qu'après les spectacles, les comédiens techniciens du genre de la compagnie sont toujours disponibles pour échanger, discuter, boire un verre, danser également, comme on a fait hier, jusqu'à fort tard. Voilà, c'était ce temps-là, avec le fait qu'on amène dans nos bagages beaucoup plus qu'un spectacle, mais également d'autres moyens de rencontre. Intimiste, également un spectacle en caravane qu'on a eu cette tournée. Un spectacle sous chapiteau à 150 spectateurs, pour ceux qui veulent, 10 personnes dans une caravane pour une petite demi-heure d'échange comme ça, et ainsi de suite. Oui. Rapidement, je voudrais revenir sur le fait que l'itinérance, c'est prendre le temps du voyage, évidemment, mais le temps de la rencontre. La rencontre est quelque chose d'essentiel, avec le public, mais aussi avec d'autres artistes de compagnie, avec les organisateurs aussi d'événements, les élus. On se rend compte que les mails, les coups de fil ne remplaceront jamais ce temps de rencontre. Et ça s'inscrit dans un temps plus long que juste venir faire 8 km, jouer 1 heure, rester. Bon, si on est loin, on dort, puis on rentre. Voilà, ça c'est pour aller dans le sens. Ensuite, évidemment, je pense que les caractéristiques de nos structures mobile, la forme de nos spectacles, les rencontres que nous faisons, les opportunités qu'on peut avoir, saisir, qu'on peut se dire, je vais ici et là, nos rêves de voyage aussi, tout cela modèle notre itinéraire. Cette notion d'itinéraire, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur en tant que compagnie itinérant. Et souvent, ce sont des itinéraires bis, on sort des autoroutes qui mènent au festival, justement pour être sur des itinéraires qui nous sont propres. En tant que compagnie aussi, comme toutes les compagnies, en tout cas les Théâtres de rue, nous investissons dans l'espace public, les rues, les places, etc., durant les temps de festival, mais pas seulement. Nous allons souvent, on ne nous attend pas, à des moments où la population ne nous attend pas, c'est quelque chose aussi qu'on peut relever. C'est un des points communs des compagnies du théâtre itinérant. En ce qui concerne la compagnie Théâtre du Chemin, on investit plutôt principalement l'espace public rural. Qu'est-ce que c'est? C'est les places de village, c'est les chemins, les sentiers, les forêts. Nous avons un petit tour, donc ça nous permet de pouvoir s'implanter dans des cours d'école, dans des parcs, des jardins. On joue également chez l'habitant. Voilà, donc tout ça aussi, la caractéristique de notre structure mobile définit finalement notre itinéraire aussi quelque part. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire rapidement. Je ne sais pas, François, quelque chose à ajouter? Juste un mot. Je t'en prie. Oui, juste un mot, parce qu'il y a une chose qui n'a pas été évoquée, qui me semble très importante. On parlait tout à l'heure de la difficulté de définir l'itinérance comme une musique. On a bien compris à travers ce que vient le témoignage de Romain, Raphaël et Pierrot, que c'est d'abord des valeurs et que c'est autre chose. C'est vraiment un mode opératoire. Et j'aimerais rajouter une chose, c'est qu'il y a une diversité des équipements. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour ce voyage. Et donc, au City, effectivement, on a des toutes petites compagnies, à vélo, à cheval, en voiture, en bateau à voile, en péniche. Le chapiteau n'est pas le seul modèle. Et c'est aussi ça qui est intéressant et important d'affirmer là. C'est que, il y a les 30 tonnes de baladins du miroir, et puis il y a ceux qui marchent à pied ou à vélo. Et on partage bien les mêmes valeurs et le même processus, et la même démarche vis-à-vis des territoires et du public. C'est ça aussi l'itinérance. Juste une petite chose, le mot la city ne vous dérange pas? Le mot le mot la city, c'est ce qui vous tarde. c'est La city ne vous c'est dérange pas? I-D-I. Oui, la city de Londres. Non, c'est pas un Y, c'est Ah oui. Et je crois qu'il y a eu une faute, ceux qui ont dévoilé ça en France. C'est sur l'article de journal, je crois. C'est quoi? Non, mais ça va, c'est un bout de temps. Non, mais on pourrait changer. Mais bon, vous pouvez peut-être. Il y a des sous. Et attention, parce qu'au Québec, il y a. Parce que vous avez parlé de stock option. Et au Québec, il y a aussi le City,
mais il y a un petit P là-dedans qui veut dire provisoire. C'est le terme d'intervention là, mais également ont concouru. Et ils sont provisoires depuis 6 ans, ce qui fait qu'ils vont probablement soit laisser tomber le P, soit le transformer en permanent. Ce serait pas mal, non? Il faut faire attention évidemment au nom que l'on donne aux choses, mais ouais, il faut les définir. En tout cas, voilà, merci Robin, Raphaël, Pierrot. Il y a quelque chose que je retrouve de constant, parce que les mots finissent toujours par être des couleurs. Tu as parlé de roues qui tournent, les racines rondes qui tournent, la circulation, la roulotte, rouler. Cependant, vous n'êtes pas en tournée, quoique ça tourne. La circulation est là. Et comme par hasard, la plupart du temps, ces formes, qu'elles soient de quelque discipline qu'elles soient, se retrouvent la plupart du temps en rond. Et je crois que le rond est un des éléments, une image, qui, non pas qu'on tourne en rond, ce qui voudrait dire qu'on n'aboutit jamais, mais que la parole circule, elle tourne. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, dessine très fort, je dirais de manière élégiaque, poétique, ce qui traverse probablement toutes ces différentes approches dont tu viens de dire qu'elles sont extrêmement diversifiées en termes de moyens. C'est peut-être une image qu'on peut garder, en tout cas dans cette première heure et demie, ou je ne sais pas, heure que nous venons de traverser. On va avoir une petite pause. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors c'est toi qui vas prendre la parole pour dire les ateliers. C'est Anne qui prend la parole. C'est Anne qui prend la parole. Alors Anne va prendre la parole. Moi je suis complètement à côté de la pompe. Je tourne quoi, voilà, je suis comme tout le monde. Et l'heure tourne aussi, d'accord. Alors Anne... Je vais me présenter. Oh merci. Que la parole circule. Bonjour à tous, donc Anne Gonon, je suis chargée des études et de la recherche à Orlémur. Alors j'ai un exercice très difficile parce que j'ai mon quart d'heure, ce qui est honnêtement virtuellement impossible. Donc je vais essayer vraiment, ceci étant dit, en plus il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites, qui du coup m'ont fait noter plein d'autres choses dans mon carnet. Peut-être juste pour commencer, tout d'abord, je ne vais pas expliquer en détail ce qu'est Orlémur, je pense que pour la plupart vous connaissez l'outil, mais malgré tout, donc on est le Centre national de ressources des arts de la rue et du cirque. Donc nous sommes un outil sectoriel qui a été créé dans les années 90, qui a d'abord été le Centre national des arts de la rue, puis est devenu le Centre national de ressources des arts de la rue et du cirque. On est implanté à Paris, on est une structure financée principalement par le ministère de la Culture, la délégation théâtre. Il y a des liens avec le CITI qui existe déjà, puisqu'il y avait une collaboration autour justement de notre base de données, puisque le cœur de métier de Orlémur, c'est notre base de données qui est la base de la publication du Goliath que vous devez connaître, qui est le guide annuel des arts de la rue et du cirque. Donc il y avait déjà eu des collaborations initiées autour de la base de données, puisqu'il y a un certain nombre de compagnies itinérantes qui sont répertoriées dans notre base de données. Donc voilà, et l'une des raisons pour lesquelles on a été invité, en dehors du fait qu'il y a des liens donc, entre le CITI et Orlémur, et qu'il y a un certain nombre de compagnies qui fréquentent Orlémur et que nous croisons sur les compagnies, sur les festivals et autres, qui sont des compagnies qui se revendiquent ou qui se disent de théâtre itinérant, c'est parce que l'année dernière, on a mené un chantier thématique. L'une des missions premières de Orlémur, c'est d'essayer de repérer un certain nombre de tendances ou d'évolutions, à la fois du point de vue des questions artistiques à proprement parler, et on pourrait discuter longtemps de ce que sont les arts de la rue et du cirque et de leur réalité en tout cas en tant que secteur, justement ce qui les fonde. Je pense que la question de la définition, elle se pose aussi énormément, notamment dans les arts de la rue. Mais en tout cas, voilà, on se penche sur ces questions artistiques et esthétiques, et puis surtout en lien avec les professionnels et les organisations professionnelles, on essaie de mener des chantiers de réflexion autour de grands sujets. Donc, par exemple, on a un chantier de réflexion autour de la médiation dans les arts de la rue, et l'année dernière, on a lancé un chantier sur la diffusion dans le secteur des arts de la rue, d'abord parce que on avait beaucoup d'échos de chargés de diffusion qui étaient en souffrance. Et là, je parle volontairement des chargés de diffusion, donc du métier, des gens qui font ce métier-là, qui soulignaient des conditions de travail extrêmement difficiles, et que surtout, par ailleurs, on avait un sentiment, à travers les échanges qu'on avait, les observations qu'on pouvait faire du secteur, qu'il y avait quelque chose qui était en train de muter. C'est-à-dire qu'à la fois, les festivals restent le vecteur principal de diffusion des arts de la rue en France. Voilà, historiquement, ça s'est construit comme ça n'a pas toujours été le cas. Mais on constate un peu
une inflexion dans une certaine mesure. Donc on a eu envie d'aller explorer cette question-là. Et donc depuis qu'on a lancé ces principes de chantier thématique, en fait, le moteur dans les murs, c'est de publier des outils et de la ressource. Donc on les décline à travers plein d'occasions, d'outils qu'on met à disposition. Donc j'en ai apporté 2. Donc avant même de vous donner un peu les grandes lignes qui sont ressorties du chantier, je vous les montre, comme ça, voilà, comme je ne vais pas avoir le temps de tout dire, vous pourrez aller les consulter. Donc on a organisé, alors juste, je fais une petite parenthèse aussi, j'aurais dû commencer par là. Ce que je voudrais aujourd'hui essayer d'apporter, c'est de voir comment ces réflexions qui sont issues de ce chantier peuvent nourrir la réflexion d'aujourd'hui. Cette réflexion, elle a été menée vraiment sur le champ des arts de la rue, je le précise. Moi, ça m'intéresse d'être là aussi. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas la spécialiste de la question de l'itinérance. Je pense que vous connaissez tous la spécialiste de la question de l'itinérance dans le domaine de la recherche universitaire, c'est Alix Demorand, qui regrette de ne pouvoir être des nôtres, mais qui aurait souhaité vivement l'être. Qui était à la Roseraie, voilà. Qui suit évidemment très attentivement ce secteur, qui connaît, je n'en doute pas, certains d'entre vous, et qui est aussi impliqué dans la réflexion autour du City actuellement. Voilà, en discutant avec Alix dans la préparation de cette intervention, on s'est rendu compte à quel point ce qui ressortait de ce chantier thématique sur la diffusion dans les arts de la rue faisait écho. Et voilà, donc je vais essayer d'ailleurs de ne pas trop répéter ce que vous venez de dire, mais il y a beaucoup de choses qui font écho. Donc peut-être du coup aussi que les cousins arts de la rue et voisins français, alors je ne sais pas si c'est qu'ils s'inspirent de l'itinérance, je ne sais pas si c'est qu'ils reviennent, je ne sais pas si c'est qu'il y a tout simplement des valeurs qui sont communes, je pense que c'est plutôt ça. Mais en tout cas, les tendances que je vais évoquer font vraiment écho notamment avec ce que vous venez de dire. Donc pour ce qui est des outils, on a donc organisé une rencontre professionnelle, puisqu'on a un partenariat avec le Festival Chalon dans la rue qui est historique. Donc on avait organisé une rencontre professionnelle, deux rencontres professionnelles sous le titre volontairement un peu provocateur, j'y reviendrai parce qu'on s'intéresse beaucoup à la question des mots, qui s'appelait Art de la rue, la diffusion est morte, vive la diffusion. Donc on a fait un compte rendu qui est téléchargeable en ligne sur notre site et sur le site de Circostrada, qui est notre réseau européen, donc qui est en français et en anglais. Et puis on est éditeur d'une revue qui s'appelle Strada, que vous connaissez peut-être. Et en octobre l'année dernière, on avait fait un dossier sur cette question qui s'appelle la rue 50 de Nouvelle-Seine. Et on avait délibérément mis une photo de ce type, puisque je vais en parler. Mais parmi les tendances très fortes depuis 10 ans, il y a la question du monde rural. Donc là encore, je pense qu'il y aura des points à faire. Voilà un peu pour les outils. Et donc sur le site internet de Hors les Murs, dans la section conseils, sur le menu de droite, il y a en fait des liens vers les différents chantiers thématiques et il y a un lien vers le chantier thématique diffusion, où vous pourrez retrouver tous les éléments à disposition, dont la plupart sont accessibles gratuitement, Strada uniquement étant une de nos seules publications payantes. Alors, le site internet de la structure, c'est www.horlesmurs.fr, mais si vous tapez Hors les Murs dans Google, ça va vous sortir tout seul. Et puis ensuite, c'est dans la rubrique conseil. Et sur le menu de droite, il y a les chantiers thématiques, chantiers diffusion. Vous pourrez trouver tous les éléments. Peut-être qu'on pourra tout simplement aussi mettre le site, la référence précise dans le compte rendu. Voilà, c'était un peu long, mais c'était important peut-être juste de recadrer un petit peu tout ça. Alors pour ce qui est des contenus, je vais essayer de lancer des pistes et puis peut-être que ça reviendra un peu dans la journée ou dans la vidéo. On faisait référence au thé sur l'infusion, mais en fait c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que si on a souhaité lancer ce chantier sur la diffusion, en dehors de ce que j'ai souligné, c'est-à-dire qu'on avait ces chargés de diffusion qui nous renvoyaient une situation difficile, délicate, très tendue d'un point de vue économique, c'était aussi parce qu'en rencontrant les compagnies et les programmateurs, on se rendait compte que le mot diffusion était devenu un gros mot. Mais vraiment. C'est-à-dire que tout le monde tournait autour du pot, plus personne voulait dire qu'il faisait de la diff. Voilà, il y avait une espèce d'ambiguïté autour de ce terme-là, auquel on n'arrivait pas pour autant à trouver un synonyme ou en tout cas un mot de substitution. Mais ce terme ne convenait plus à un certain nombre de compagnies et de programmateurs qui voulaient s'inscrire en faux par rapport à cette notion de diffusion qui était très associée à ce que vous avez pu décrire. C'est-à-dire le côté, on fait 500 ou 600 km, on arrive la veille, on monte, on joue, on repart. Et virtuellement, il ne s'est rien passé. En fait. Il s'est passé quelque chose dans le temps de la représentation, qui n'est pas négligeable, bien sûr.
Mais en tout cas, il y a une défiance très très forte à l'égard de ce système, aussi bien du point de vue de la relation au public que de la dimension parfaitement, strictement économique de la diffusion. Donc on avait constaté ça, et le terme infusion, je ne sais pas trop exactement d'où il est venu, mais ça a été assez intéressant parce qu'en fait, quand nous il est sorti dans la discussion, au moment où on préparait ces rencontres, dans le mois qui est venu, en fait il est venu d'autres endroits. Et on aimait bien la référence au thé, parce qu'en fait, ce qu'on trouvait dans l'infusion, qui ressortait des rencontres qu'on avait pour préparer les rencontres avec les compagnies et les programmateurs, c'était l'image du sachet de thé qu'on plonge dans l'eau, et du thé qui se répand. C'est-à-dire que vraiment l'image du thé qui se diffuse, justement, mais qui infuse. Et comment d'un seul coup, progressivement, l'eau se trouve colorée par l'ajout de cet élément qui s'infiltre. Donc la référence au thé était assez juste. Donc cette notion d'infusion, elle est venue de là. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est qu'elle a de multiples ramifications et qu'elle est pratiquée des deux côtés. Et ça, je crois que c'est une chose qui est peut-être importante pour vous, je ne sais pas. C'est qu'elle est revendiquée par des compagnies. Alors ce sont des compagnies qui, pour le coup, ne parlent pas d'itinérance, et qui en fait vont même très très loin dans l'abandon de l'éphémère, puisqu'il y a des compagnies qui sont complètement sorties de la diffusion et qui maintenant revendiquent et mettent en place une implantation territoriale au très long cours. Donc évidemment, cette question d'inscription dans la durée, elle est essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Parce qu'il y a la volonté de travailler sur un projet culturel de territoire. Alors là, dans le genre Movalisé, rabâché, rebattu, ces trois-là, c'est jackpot. Donc c'est pareil, on a essayé de préciser ce qu'on entendait par projet culturel de territoire. Et ce qui est assez essentiel derrière ces termes-là, je crois, et j'ai noté ce que Robin a écrit, disait on veut sortir de l'acte artistique sec. Je crois qu'il y a un certain nombre de compagnies de programmateurs qui se reconnaissent là-dedans, c'est-à-dire que la dimension artistique elle est essentielle. Il y a une exigence sur la qualité, il y a une démarche artistique, il y a une esthétique. Mais il y a la volonté de dire aussi que l'artistique pour l'artistique, voilà, c'est pas ce qui est défendu. Ça peut être le point de vue d'un certain nombre d'artistes, et moi ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, ces compagnies-là souhaitent que l'artistique n'existe pas, ou en tout cas revendiquent que l'artistique n'existe pas en tant que tel ou en cas seul, que la dimension de la relation publique est évidemment centrale, a fortiori la question de la relation à la population. Donc ça, pour le coup, c'est historique et fondateur dans le secteur des arts de la rue, même si ça s'est un peu perdu avec le développement des festivals. Et surtout, de la part des programmateurs, il y a la volonté de revendiquer que la question de l'action culturelle, alors on pourrait aussi débattre longtemps sur ce qu'on entend derrière l'action culturelle, mais qu'en tout cas l'action culturelle n'est pas secondaire, mais qu'elle est première, et qu'elle est intimement liée à la question de l'artistique. Donc ce sont à la fois des compagnies qui sont porteuses de cette infusion. Donc je vais prendre un exemple tout simple pour faire court. Compagnie par exemple de plasticien qui s'appelle KMK, qui vient d'engager une résidence de 4 ans sur un territoire au milieu rural, dans une petite commune en banlieue parisienne qui s'appelle Nangy. Ils sont en partenariat avec la commune et pendant 4 ans, ils développent un projet artistique sur ce territoire. Ils sont venus avec leur famille, ils se sont installés là. Les enfants vont dans cette école, ils ont bougé toute la compagnie et ils sont en train de travailler sur un projet ce qui s'appelle de cartographie sensible. Propos des habitants de les emmener faire des promenades qu'ils font traditionnellement avec eux pour ensuite, eux, en tant que plasticiens, réinterpréter ces promenades. Donc là, on est vraiment dans une infusion pure, voire une démarche assez proche de ce qu'on pourrait appeler du in situ. C'est-à-dire que le projet artistique va se nourrir complètement directement de ce territoire et la compagnie revendique vraiment cette inscription territoriale. Et quant aux programmateurs, l'un des mouvements forts évidemment dans les arts de la rue, qui est une inflexion par rapport au festival, c'est le développement des saisons. Et là aussi, je pense évidemment que c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser. Il y a depuis maintenant 10 ans, dans le secteur des arts de la rue, un rejet, je dirais pas on ne peut pas dire un rejet des festivals. Les festivals sont essentiels, ils sont très nombreux, ils sont développés, ils sont importants pour les compagnies. Mais en tout cas, il y a eu la volonté justement de sortir de cette dimension strictement événementielle, pour justement travailler de manière plus précise sur des projets territoriaux et sur la relation à une population, et pas seulement à des spectateurs. C'est-à-dire de revendiquer aussi que même si la rencontre se fait en dehors du temps du spectacle, donc je pense aussi à ce que vous expliquiez, elle est tout aussi importante. Et que peut-être que les gens ne viendront pas voir le spectacle, mais c'est pas grave.
il peut se passer autre chose à un autre moment. On ne cherche pas à tout prix à faire venir des spectateurs. Ce qu'on cherche à fédérer ou à provoquer, c'est la rencontre. Cette notion de rencontre, évidemment, elle est centrale dans les arts de la rue et dans les compagnies de cirque qui pratiquent l'itinérance. Donc ces saisons, elles se sont quand même développées de manière assez conséquente. Alors évidemment, en France, on a un exemple un peu phare qui est une structure qui s'appelle Pronomade, qui est l'un des centres nationaux des arts de la rue, qui est une structure qui est implantée en milieu rural au sud de Toulouse, à Saint-Gaudens, en Côte-des très précisément, et qui là vraiment travaille à l'année justement sur un projet au long cours, sur une communauté de communes, avec un projet d'action culturelle très forte, et justement ce travail sur la durée, l'inscription dans la durée, donc ils collaborent beaucoup avec des compagnies qui sont très vigilantes et soucieuses de cette question-là. La dernière chose peut-être, encore 2 petits points et après j'arrête. Une chose qui est importante, c'est que dans les échanges qu'on a eus avec justement les chargés de diffusion, ils ont été assez nombreux à nous dire que ces projets d'infusion, ils sont extrêmement exigeants, et qu'ils changent complètement la relation qu'ils ont avec les professionnels et les interlocuteurs qui sont en face, et que justement d'une relation de face à face, on passe à une relation de côte à côte. Parce que d'un seul coup, on n'est plus juste dans « je t'achète un spectacle », voilà, je te signe un contrat, de voisinage, voilà, et que ça change profondément la relation à l'autre, aussi parce que ce sont des projets qui sont compliqués à monter, soyons honnêtes, pour certains qui sont assez onéreux, et que parfois on voit des projets où les compagnies et les programmateurs vont ensemble aller déposer des dossiers de demande de subvention, chercher de l'argent de manière commune. Donc il y a aussi la volonté de la part de ces compagnies de sortir d'un rapport strictement marchand, la réflexion marchande, mais c'est vrai aussi que je pense que s'il y a une confiance vis-à-vis de cette notion de la diffusion aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de compagnies ne se retrouvent pas dans la marchandisation de leurs spectacles qui sont devenus des produits en tant que tels, ce qui ne correspond probablement pas manifestement à des valeurs qu'ils ont envie de défendre. Et le dernier point, et là je ferai court parce que toutes les informations sont sur le site, c'est que dans le cadre de ce chantier, on a aussi du coup identifié un certain nombre de nouveaux interlocuteurs. Alors je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en tout cas en France, on constate, ça a toujours été le cas, que les communes ont été des partenaires privilégiés, mais en France aujourd'hui, il y a le développement des communautés d'agglomération et des communautés de communes, qui sont des partenaires extrêmement importants. Alors, ce qui est compliqué en France, c'est que pour la plupart, ils n'ont pas ou peu ce qu'on appelle la compétence culture, ou quand ils l'ont, il n'y a pas forcément un interlocuteur privilégié pour. Mais pourquoi ces échelles de territoire sont importantes? C'est justement parce que les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont confrontées à des problématiques d'existence territoriale très fortes, et que bien souvent, la culture est évidemment un moyen, et quand je dis un moyen, c'est pas négatif, un moyen de travailler de manière très profonde, et justement d'un point de vue au moins aussi symbolique que territorial, la question c'est de l'existence de ces territoires. Donc cet interlocuteur-là est nouveau. Et puis en France se développe très fortement tout un tas de nouveaux moyens de mutualiser, de collaborer ensemble. Donc on constate une multiplication de réseaux de diffusion, de festivals, de communautés d'agglomération qui se mettent ensemble à l'échelle d'une région, voire de réseaux interrégionaux qui justement ont pour but, de sortir d'une logique strictement événementielle et surtout une dynamique économique, et ça je pense que c'est important, c'est-à-dire de permettre à des compagnies, quand elles viennent jouer dans une ville ou dans une région, d'y faire plusieurs dates et justement de s'y installer et donc d'avoir un travail à l'échelle de ce territoire qui va s'inscrire dans la durée et non pas dans une présence strictement ponctuelle. Donc ça, ces projets-là sont aussi globalement plutôt portés par des structures, notamment je pense au Centre national des arts de la rue qui est implanté à côté d'Angers, qui a développé ce qu'on appelle le TER, qui est une référence au nom des trains régionaux en France, et qui développe en fait un programme de diffusion et d'accueil en résidence à l'échelle de la région en partenariat avec des communes sur leur territoire. Donc quand une compagnie vient, elle ne vient pas faire une date, elle ne vient pas faire une résidence enfermée dans une salle, elle va venir vraiment sur un territoire, souvent en milieu rural. Ça c'est une dimension de plus en plus forte, alors qu'il pose évidemment beaucoup de questions du point de vue d'évolution des arts de la rue, dont on dit traditionnellement qu'ils ont une origine urbaine, ce qui est vrai et à la fois faux, mais bon, bref. Donc en tout cas, la dimension rurale est très forte. C'est peut-être un peu confus, et puis je sais que je parle très vite, donc j'ai dû vous balancer plein d'infos. Mais en tout cas, voilà,
ce dont j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de reparler, parce que alors là en plus moi ça m'intéresse et je vais peut-être conclure là-dessus, c'est que François a évoqué la difficulté de trouver de la permanence là où il y a de l'éphémère. Tu as même dit comment structurer le diffus. Je vais te dire, décidément cette question de diffusion elle est partout. Absolument. Comment figer ce qui est en mouvement. Donc, voilà. Et ça je trouve ça intéressant parce que alors, moi ce que je constate justement c'est que cette question de la permanence aujourd'hui en France elle est vraiment très présente à travers ce qu'on appelle la permanence artistique, à travers tous ces développements de compagnies implantées en milieu rural, mais pas seulement, et que j'ai l'impression aujourd'hui que les compagnies ont plutôt envie de se fixer. Voilà, elles ont envie de se poser à un endroit et d'y faire un travail vraiment, vraiment en profondeur. Donc ça m'intéresse qu'on ait l'occasion aussi d'échanger voilà, sur comment vous vivez cette dimension-là, parce que j'entends dans ce que vous dites que la relation à la population et au territoire est extrêmement importante, et en même temps vous la vivez en étant en mouvement. Donc ça c'est voilà. Et là c'est plus une question que je lance et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir. Merci Anne, oui j'en suis sûr qu'on va l'approfondir, notamment dans les ateliers qui suivront, que Christelle va présenter rapidement. Ce qui vient d'être dit me souligne quand même aussi la notion que l'idée que diffusion, infusion, le mot qui rassemble c'est fusion. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la fusion, du voisinage, comme tu disais, entre population et l'acte artistique, constance. En tout cas, il ne faut certainement pas oublier que ce que tu fais, ce que le City fait, ce sont des tentatives pour à la fois... Tout à l'heure, on a parlé du mot de fragilité. Je crois qu'il ne faut pas oublier le mot de fragilité. On sent bien que tout est fragile et en même temps que c'est dans cette fragilité que se trouve la richesse du travail théâtral, du travail artistique, cette fragilité. Et en même temps, c'est vrai aussi qu'être trop fragile, on finit par risquer de se liquider soi-même. Et donc, vous essayez de donner des éléments qui permettent non pas d'enfermer ou de coaguler les choses, mais de leur donner la possibilité de tenir le coup. Et je crois que cette volonté de passer peut-être d'une itinérance expérimentée à des moments de plus grande du temps passé avec les gens. Et quand on parle de saison, on parle de temps, mais c'est un autre temps, mais c'est aussi du temps bizarre comme les mots se rejoignent. Il y a un mot qui rassemble ici, en tout cas, en Belgique, avec de Théâtre Action, on ne parle pas de territoire, mais de terroir. Ce qui donne une approche un peu différente, une vision un peu différente. Parce que les territoires sont souvent des notions d'ordre politico-géographique qui n'ont rien à voir avec le terroir culturel. Et bon, c'est peut-être encore un mot que j'ajoute ici sur l'herbe. Tu peux présenter peut-être les ateliers, parce que nous avons une petite pause, et puis les deux ateliers qui développeront ces réflexions. Oui, donc on va vous faire bouger, puisqu'on dit ça va dire la moitié La moitié, je vous. On dit la moitié, mais bon, je vais laisser le groupe s'autogérer, parce qu'on propose deux ateliers. Le premier se passera ici, c'est Nadège Albaré qui représente le centre culturel de Berchem-Saint-Agathe et Jean-Paul Pafchamp de la compagnie Arsenic qui vont présenter leur expérience. Ça sera donc ici après la pause. Et alors dans la yourte, au centre ici de la place, il y aura France Evrard de la compagnie Arnomal qui va présenter sa collaboration avec le centre culturel de l'Éden et les bibliothèques de la province. Ça, ce sera dans la yourte. Ici, c'est donc la compagnie Arsenic et la collaboration avec le centre culturel de Berchem-Saint-Agathe. En gros, bon, je vous laisse choisir. Oui. Donc, sur tous les cas, c'est sur la durée, voilà, sur la durée. Mais donc, en gros, je vous laisse choisir. J'espère que ça se répartira plus ou moins de manière équitable. Ce qui va se passer dans ces ateliers, c'est. Voilà, on va laisser la parole aux personnes qui présentent leur expérience, mais c'est surtout, les questions qu'on va se poser, c'est avec les expériences et les questions que tout le monde se pose et les solutions que tout le monde a aussi, en tant que programmateur, artiste et compagnie, c'est quels sont les écueils et les solutions de la diffusion de l'itinérance. Et donc c'est un peu, on va essayer de choisir un rapporteur de chaque atelier qui viendra donc ici, quand tout le monde se réunira, présenter le fruit, la synthèse de ce qui s'est dit, partagé lors de ces ateliers. Ils sont, ok,
quels sont les problèmes ou quelles sont les questions auxquelles on doit se poser en tant que programmateur ou artiste ou compagnie pour que l'itinérance puisse trouver de nouveaux territoires ou de nouvelles formes de diffusion, et quelles sont les solutions, soit qui ont été trouvées déjà par les expériences de chacun, ou des solutions qu'on a dans la tête et qu'on peut mettre en pratique après. Attends, je te réponds tout de suite. Et également, il ne faut pas oublier quelle revendication apporter également. Parce qu'il y a une nécessité de revendiquer une présence, une manière de faire, une manière d'être, et que nous avons tous les droits de ce côté-là de revendiquer ce qui est la part des ressources publiques qui doit être dédiée à ce type de travail. Je crois qu'il ne faut absolument pas oublier non plus un des objectifs extrêmement concrets et vital.